Si vous avez envie de creuser le sujet, vous trouverez plus d'informations sur arte.tv. Quant à nous, nous allons dresser avec Benoît Hartmann le bilan des responsabilités de l'industrie automobile. Benoît Hartmann est porte-parole de France Nature Environnement et membre de la commission royale. Cette commission a été mise en place par la ministre de l'Environnement pour contrôler le respect des normes anti-pollution en France. Et elle vient de rendre ses premières conclusions. Benoît Hartmann, qu'est-ce que les travaux de la commission ont révélé ? Écoutez, ils ont révélé que malheureusement, il n'y a pas un constructeur qui soit exemplaire. C'est-à-dire que quand on fait des mesures en conditions réelles de circulation, les écarts sont très sensibles entre ce qui est déclaré à l'homologation et ce qu'on observe en conditions réelles. Ce qui fait que la pollution ambiante n'est pas celle qu'on attend, mais elle est très probablement beaucoup plus élevée. Vous avez sous les yeux la liste des résultats. Alors, est-ce qu'aucun modèle n'est conforme ? Non, il y a un seul constructeur qui s'en sortait pas mal, mais il y a un seul véhicule pour l'instant qui a été testé, un Mercedes qui s'en sort bien, mais le même Mercedes testé dans d'autres pays donne des résultats qui ne sont pas bons. Donc non, il n'y a pas de constructeur qui soit exemplaire, il n'y a pas de constructeur pour lesquels les émissions sont les mêmes en circulation réelle et sur banc d'essai. Pour vous, est-ce qu'on a affaire à un problème technique ou est-ce que ça relève de la fraude ? Alors, c'est la justice qui va déterminer si c'est de la fraude ou pas, s'il y a une intentionnalité. Mais en revanche, quand on a des écarts tels qu'on les constate, y compris en refaisant les mêmes tests d'homologation, on a le droit de se poser des questions. Quand on dépasse de 100% la limite légale, c'est qu'il y a quelque part un problème. Quand on se retrouve avec 3 fois les limites observées sur banc, en conditions réelles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, Renault a reconnu, quand on les a auditionnés pendant la commission royale, ils ont reconnu que leur mécanisme de dépollution ne fonctionne qu'entre 17 degrés et 32 degrés. Ce qui veut dire que quand il fait un peu froid, ça ne fonctionne pas. Quand il fait un peu chaud, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, il y a des problèmes et on les a observés entre la différence sur banc et en conditions réelles. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, s'est empressée de dire que oui, les seuils d'émissions ont été dépassés, mais que ça ne relève pas de la fraude. Comment fait-elle pour savoir ? C'est un peu tôt pour l'affirmer. Il faudra que ce soit la justice qui se prononce. Maintenant qu'on a fait la réalité des chiffres, il va falloir regarder les écarts très sensibles et se poser la question de l'intentionnalité. Mais cette intentionnalité, elle est très difficile à prouver. On l'a vu avec Volkswagen, on a réussi à le prouver aux États-Unis, mais en France, Volkswagen que nous avons auditionné nous dit « nous ne trichons pas, nous ne fraudons pas, parce que les limites en Europe sont telles qu'on n'a pas besoin de frauder, parce que c'est pas difficile de respecter la réglementation européenne, alors que la réglementation en Californie est un peu plus raide. » En Allemagne également, une cinquantaine de modèles ont été testés et une bonne moitié n'est pas conforme non plus. Et là encore, le ministre des Transports, M. Dobrindt, s'est empressé de dire non, ça ne relève pas de la fraude, il fait confiance aux constructeurs qui vont rappeler les modèles. Est-ce que ça va suffire ? Écoutez, nous, on espère qu'il va y avoir des poursuites, parce que s'il y a une intentionnalité, il faudra qu'il y ait des poursuites, il faudra que l'État allemand poursuive les constructeurs. Mais on comprend bien que l'industrie automobile, c'est la dernière industrie qui reste dans les pays développés. Le reste, on l'a délocalisé. Donc, c'est un gros levier d'emploi, et donc ça donne une pression sur les politiques qui est telle que, de temps en temps, ils ont tendance à être bienveillants avec les constructeurs nationaux. Comme la France a été vraiment bienveillante avec Renault, parce qu'à voir les résultats, on doit se poser la question s'il n'y a pas eu une bienveillance qui est critiquable. De la même manière, on peut se poser la question pour l'Allemagne et Volkswagen. En France, l'État est actionnaire de Renault, mais aussi de PSA, donc Peugeot Citroën. Pour vous, est-ce que cette proximité entre l'État et les constructeurs n'est pas un peu suspecte ? Est-ce que ça ne pose pas problème ? De toute façon, la participation de l'État à un certain nombre d'industries pose des questions en France. Vous savez, la participation de l'État à Areva ou à EDF pose d'autres questions parce que c'est aussi des sortes de faillites économiques dans lesquelles on est engagé. Donc oui, ça pose une vraie question sur l'indépendance des pouvoirs. Pour autant, cette position dominante dans le capital de Renault aurait dû permettre justement une vigilance plus grande et une grande exemplarité. Quand on a autant d'actions, il faut faire en sorte d'être exemplaire. Malheureusement, non seulement Renault n'est pas exemplaire, mais Renault est sans doute le plus mauvais élève de la classe, y compris en comprenant bien que tous les autres sont aussi des mauvais élèves. Il n'y a pas de bon élève, malheureusement, dans la construction automobile. D'autant que les représentants de l'État siègent au conseil d'administration.
Oui, il est présent dans les conseils d'administration. L'État est garant aussi des tests qui sont faits d'homologation. Donc, c'est l'État qui délivre les homologations et qui surtout peut les retirer. Au regard des chiffres que nous avons là, il y a un certain nombre de véhicules qui ne devraient pas être homologués à la circulation parce qu'ils ne respectent pas même des règles qui sont permissives. Mais dans cette affaire des gaz d'échappement, il n'y a pas seulement le fameux logiciel, la fraude, l'escroquerie, il y a également un problème de santé publique. En Allemagne, par exemple, les gaz d'échappement tuent 2 fois plus de personnes que les accidents de la route. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas été capable de se doter de normes anti-pollution aussi sévères que la Californie? Est-ce que ce n'est pas possible, comme le dit Volkswagen? Vous avez parfaitement raison. À l'échelle européenne, le problème de santé publique, c'est 403 000 morts anticipées par an. 43 000 en France, 5 000 sur les routes. On meurt 43 000 fois plus par le pot, sans doute, que par la conduite. Donc, oui, il nous faut une réglementation européenne qui soit dure, mais on sent bien ce chantage à l'emploi. On sait très bien que ça représente des centaines de milliers d'emplois et surtout, le coût pour la santé est un coût caché. Quand on conduit son véhicule, on ne se rend pas compte qu'on doit dépenser des centaines de millions d'euros tous les ans pour compenser les maladies respiratoires, les bronchiolites, les accidents cardiovasculaires. Tout ça, ça a un coût, mais comme on ne se rend pas compte que c'est lié à la pollution, on concède malheureusement de garder des niveaux de pollution très élevés qui sont pourtant absolument inacceptables. Les faits et les chiffres sont connus, avérés. Pourquoi est-ce que la Commission de Bruxelles ne fait rien ? Alors, c'est pire que ça. Malheureusement, la Commission, non seulement ne fait rien, mais elle fait pire que ça. Quand elle a regardé le thermomètre et qu'elle a vu que tout le monde dépassait, elle a décidé de casser le thermomètre. C'est-à-dire que maintenant, il y a une réglementation qui va être en place et qui va permettre aux constructeurs de dépasser légalement la pollution pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça sera légal. Simplement, on va leur dire... La nouvelle règle, c'est la RDE, le Real Drive Emission, les émissions en conditions réelles. C'est la nouvelle règle, donc vous allez voir que tous vont les dépasser. Comme on sait que vous les dépassez tous et qu'il va falloir un temps d'adaptation technologique, on va vous donner 20 ans. Mais ça, c'est scandaleux, parce que c'est de donner une règle et de donner l'autorisation de transgresser à la règle immédiatement au prix de notre santé, nous, Européens. Mais pourquoi cette impuissance de l'Union européenne et des États membres? C'est parce que les constructeurs automobiles sont trop forts? Sans doute à cause de la force de l'industrie automobile, mais aussi avec une culture qui est très différente de la culture aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une culture procédurale où il n'y a pas de participation de l'État dans les industries et on a une culture d'aller faire un procès si vraiment il y a un problème. En Europe, on est plus dans une tentative de médiation et on comprend que tous les pays européens se tiennent parce qu'ils ont chacun leur industrie automobile et qu'ils n'ont pas envie de faire s'effondrer le marché. Mais ces intérêts doivent s'effacer devant l'intérêt collectif, l'intérêt public des Européens, c'est de nous protéger et de protéger la qualité de notre air, en particulier dans nos centres-villes où les diesels font malheureusement des ravages. Nous avons parlé des constructeurs, nous avons parlé des politiques. Le moment est venu de parler des consommateurs. N'est-il pas singulier de voir que Volkswagen a vu ses ventes progresser au premier trimestre et est redevenu le premier constructeur mondial? Le constructeur qui a trompé les consommateurs voit ses ventes augmenter. Comment expliquer ça? Est-ce que les clients s'en moquent? C'est vraiment malheureux. On a eu un effet sur les ventes qui a été de très courte durée, juste après la révélation du scandale, où on a eu un effondrement temporaire des ventes, mais elles sont vite reparties à la hausse, comme si le problème était résolu, alors que nous savons que le problème n'est pas résolu. Et ça, c'est sans doute un problème de prise de conscience. Votre émission y participe. Nous devons sensibiliser les consommateurs européens au fait qu'il y a probablement eu tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire que quand vous achetez un véhicule en croyant qu'il va émettre 120 grammes de CO2 au kilomètre parcouru, alors qu'il en émet 2 à 3 fois plus, eh bien vous pouvez considérer que vous avez été trompé. Si vous pensez avoir un véhicule qui émet peu d'oxyde d'azote et qu'il en émet 2 à 3 fois plus, la limite légale, alors vous pouvez penser avoir été trompé. De la même manière sur les particules fines. Et malheureusement, en l'état actuel des choses, tous les consommateurs en Europe sont trompés sur les qualités écologiques de leurs véhicules. Ils n'ont pas les qualités qu'on leur prête. Mais dans ce cas, ce serait quand même au monde politique de prendre le relais pour défendre les intérêts des consommateurs si les consommateurs, pour des raisons qui nous échappent, ne font rien. Ce serait quand même aux politiques de défendre les intérêts des consommateurs. Ce sont eux les responsables.
Oui, vous avez parfaitement raison. La défense de l'intérêt public, c'est le métier des politiques. Et ils doivent défendre l'intérêt public contre des intérêts de lobby et des intérêts partisans. Simplement, on doit constater que les États européens sont plus sensibles à la pression des lobbies qu'à la pression du lobby populaire, du lobby citoyen, du lobby des consommateurs. Parce que le lobby des consommateurs n'est pas organisé. Simplement, quand il s'organise à travers des associations comme France Nature Environnement, il peut peser, il peut faire des mesures et les obliger à regarder la réalité en face et à nous répondre.